Ma Mission TV, le miroir du monde. En dessous de 2 dollars, le Congo vit avec 1,5 dollar. La moyenne des Congolais qui travaillent sont autour de 60-70 dollars. Mais ceux qui ne travaillent pas gagnent plus ou moins par année à travers l'activité informelle que Tshisekedi tente d'atteindre. Je ne sais pas s'il va atteindre cet équilibre politique en passant de FCC cash à l'Union sacrée. Est-ce qu'il va atteindre l'équilibre économique, c'est-à-dire le bien-être qu'il propose au peuple? Nouvelle Élan et la Mouka, nous ne sommes pas une opposition, moins encore une opposition républicaine. Il est vrai que le pouvoir, bien qu'il soit un moyen par rapport à un idéal pour lequel on combat, il est aussi un objectif, mais du point de vue tactique ou stratégique. Avec son budget, M. Tshisekedi est incapable de financer correctement l'administration publique, de financer la défense de notre pays, principalement à l'Est, de financer la sécurité intérieure, c'est-à-dire la police, les services de sécurité, etc. Et d'investir, moins encore d'investir. Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il vit avec 1,5 dollar. Tshisekedi nous a promis 10 dollars par jour par Congolais en moyenne. À l'horizon, à la fin de son mandat, et en entrant dans le second mandat, il a pensé qu'il pouvait faire 2 mandats et que donc il allait nous amener à 10 dollars par Congolais. Et ça signifie que pour la fin du mandat, il pourra nous amener à 5 dollars, 6 dollars. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Dernière fois que notre parti doit être un parti démocratique caractérisé par le débat et la contradiction. Je pense qu'il faut faire la différence entre la lutte politique et la lutte pour le pouvoir. La lutte politique signifie qu'on lutte pour un idéal, mais qu'on cherche à accéder au pouvoir comme moyen pour matérialiser cet idéal ou le projet dont on est porteur. La lutte pour le pouvoir, c'est généralement les positionnements, c'est la tendance à avoir le pouvoir pour le pouvoir. Il est vrai que le pouvoir, bien qu'il soit un moyen par rapport à un idéal pour lequel on combat, il est aussi un objectif, mais du point de vue tactique ou stratégique. Principalement, on lutte pour un projet et on recourt au pouvoir politique dont on a besoin pour changer la société et matérialiser ce qu'on a comme idéal. C'est ce qui fait que nous, Nouvel Élan, dans le cadre de la Mouka, nous organisons ces séminaires et ça va être dans la tradition du parti, la dernière fois je l'ai dit, pour former l'élite, pour nous former mutuellement. Les séminaires en fait font partie de
des activités de notre école, l'école du parti, qui a des extensions université populaire et laquelle université populaire organise les séminaires, organise les dialogues verticaux et autres. Comme j'ai dit la fois passée, ces séminaires sont organisés par une université populaire en collaboration avec la direction du parti. Donc je voudrais beaucoup insister sur la formation, sur la maîtrise des données du pays, sur la compréhension de l'idéologie du parti, de notre projet de société, mais surtout de notre programme économique et social, qui est la matérialisation ou l'instrument par lequel on matérialise les projets de société, et de manière générale notre idéologie. Alors, aujourd'hui, la fois passée, nous avons parlé de la crise politique, de l'actualité sous l'angle politique. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité sous l'angle économique. Mais l'économie, pour en parler, dans le cadre d'une société, il est bon de disposer de quelques indicateurs. Nous allons voir un peu, après les équilibres entre guillemets politiques, que Tshisekedi tente d'atteindre. Je ne sais pas s'il va atteindre cet équilibre politique en passant de FCC Cash à l'Union Sacrée. Est-ce qu'il va atteindre l'équilibre économique, c'est-à-dire le bien-être qu'il propose au peuple, ayant dit que pour ces 2 années précédentes, il n'a pas pu atteindre le bien matériel parce qu'il était bloqué, perturbé par son allié politique, M. Kabila et les FCC. Maintenant, il a la majorité parlementaire, il va bientôt nommer un Premier ministre, il va former un gouvernement, et à travers ce gouvernement, dans un cadre dont il a le contrôle et de la majorité présidentielle, c'est-à-dire lui-même, et la majorité parlementaire à travers le gouvernement qui sera des membres bord politiques. Et lui, étant donné que la majorité est désormais sienne, est-ce qu'il va atteindre pour le peuple le bien-être matériel? Nous avons peur que ce ne soit le cas. Il est à noter que Nouvelle est là, et la Mouka, nous ne sommes pas une opposition, moins encore une opposition républicaine. Et parce que nous ne sommes pas en face d'une majorité républicaine issue du peuple. Nous ne pouvons pas être une alternative en termes de programmes et de projets. Mais nous les faisons pour édifier le peuple, à se battre pour dire que les gens qui n'ont pas, pour qui nous sommes une résistance ensemble avec le peuple, les gens qui n'ont pas la légitimité populaire, ils ne peuvent jamais réussir. Et nous devons donc à chaque moment montrer que sur le plan économique, sur le plan social, ils n'auront pas les résultats. Ce n'est pas, en proprement dit, notre objectif qui est de démontrer qu'on a un programme alternatif et que de les remover. C'est tout simplement pour des raisons pédagogiques que nous nous soumettons avec cet exercice, pour que le peuple quand même sache que non seulement nous sommes ceux qui à ses côtés font la résistance, et pour les libérer et pour qu'ils se libèrent, mais aussi que nous avons un programme alternatif. Et qu'une fois le peuple libéré, et qu'en même temps, s'il nous faisait confiance, nous saurons résoudre des problèmes, non seulement parce qu'on aura la légitimité, qui est une condition nécessaire, mais aussi nous aurons un programme alternatif crédible, qui est une condition suffisante. Alors, Tshisekedi nous promet, dans un premier temps, il a promis 3 ou 4 agrégats aux grandeurs, à travers lesquels il montrait que lui, son retour, plutôt son arrivée au pouvoir, c'est déjà son programme de campagne, bien entendu, qu'il allait sortir le pays de la pauvreté et qu'il allait développer le Congo. Il a dit, premièrement, il allait faire un grand budget qui allait représenter 25% de pression fiscale, c'est-à-dire sur un PIB donné, prenons une moyenne de 60 milliards, il allait prélever 25%, ce qui veut dire plus ou moins 9 milliards si je ne me trompe pas. Non, 15 milliards. 15 milliards. 75 milliards. Et il a promis aussi qu'à partir de ce moment-là, il allait faire un taux de croissance de 25%. Nous allons d'abord faire l'état des lieux de ces 2 années. Bien sûr qu'il a aussi fait prétexte qu'il ne pouvait pas, ce n'est pas lui qui l'a dit, nous présumons qu'il dit, bon, non seulement il était bloqué, mais il y avait aussi Covid. Nous remarquons que
aux 2 premières années, M. Tshisekedi n'a pas réussi à faire une pression fiscale de 25%. Ça signifie quoi? Ceci est important pour nous, pour vous, chers camarades, parce que nous devons montrer que nous savons faire l'analyse politique, nous savons faire la prospective, et que si nous étions à sa place, nous aurions fait mieux. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer. Il ne suffit pas de critiquer. Il faut montrer qu'on a une solution alternative et qu'on est capable de l'appliquer. Donc, Tshisekedi a promis 25% des pressions fiscales. C'est-à-dire que dès le premier exercice, en principe, il devait faire plus ou moins 15 milliards. Bien entendu, 25% des pressions fiscales, c'est une moyenne. Il pouvait commencer avec 15%. Mais nous remarquons malheureusement, où sont nos statistiques, que sa pression fiscale aura été de 7 ou 8%. C'est-à-dire moins du tiers de ce qu'il a promis. En d'autres termes, sur un budget de 60 milliards, un prélèvement de 8% signifie plus ou moins 5-6 milliards de dollars. Mais dans la réalité, il a réalisé 3 milliards et demi. J'ai dit 6 milliards et demi, c'est par rapport au budget en ressources propres. Hein. Je n'intègre pas les ressources extérieures qu'ils ont préconisées, mais pour lesquelles ils n'ont pas réussi à assurer la mobilisation. Alors il se trouve qu'il n'a mobilisé pour 2020, d'abord pour 2019, que 3 milliards et demi, et c'était la même chose en 2020. Vous voyez déjà là, pour ces 2 exercices budgétaires, il était largement en deçà et du taux de croissance et de la pression fiscale. Et les ressources qu'il a mobilisées ne pouvaient pas lui permettre de financer le développement du pays, de financer les dépenses régaliennes de l'État congolais, c'est-à-dire la sécurité intérieure et la défense. Ne pouvait pas financer le fonctionnement des administrations et de différents cabinets de gouvernement. C'est ainsi qu'en regardant toujours les statistiques, l'essentiel de cette enveloppe budgétaire pour 2019 comme pour 2020 a été consacré au salaire. Les salaires a pris 70% et en 2019 et en 2020. Vous imaginez un gouvernement qui consacre 70% du budget de l'État en ressources propres au salaire. 70%. À notre époque, à mon époque, c'était 40-45%. Cela ne signifie pas qu'il a beaucoup augmenté les salaires. Non. Cela tout simplement signifie qu'il a prévu de mobiliser 6-7 milliards et que l'enveloppe de 2 milliards et demi, qui représente les 70% de 3 milliards et demi, aurait représenté 40-50 milliards s'il avait mobilisé l'ensemble des recettes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est les faibles niveaux de mobilisation des recettes attendus qui a fait que finalement le budget des rémunérations a absorbé 70% du budget total. Parce que le niveau de mobilisation... Prenons l'hypothèse où la mobilisation aurait été de 7 milliards, c'est 7 milliards. 25 milliards, 2 milliards 500, qui est l'enveloppe salariale pour 2019 et 2020, aurait représenté 30%. C'est-à-dire 2 milliards et demi, plus ou moins sur 7,5 ou sur 7. Cette enveloppe de salaire de 2 milliards et demi aurait représenté 30 ou 40%. Ça dépend du chiffre. Et c'est 7,5 ou c'est 7 milliards proprement dit. Donc, les niveaux des recettes de l'État congolais sous le régime Tshisekedi est tellement faible que le peu qui est collecté est destiné uniquement au salaire. Cela signifie quoi? Avec son budget, M. Tshisekedi est incapable de financer correctement l'administration publique, de financer la défense de notre pays, principalement à l'Est, de financer la sécurité intérieure, c'est-à-dire la police, les services de sécurité, etc. Et d'investir, moins encore d'investir. Ça, c'est 2019-2020. Faible mobilisation des recettes. Mais pourquoi? Parce que d'une part, les administrations fiscales n'ont pas connu des réformes. Les différents responsables n'ont pas été mis en place en connaissance des causes.
Mais aussi et surtout, puisqu'on a un pays qui dépense du secteur minier, les ressources venant des cessions de nos actifs miniers n'ont pas été mobilisées correctement, y compris sur le plan et domanial et fiscal. Ça, c'est 2019-2020. Les prétextes sont vite trouvés, à savoir Covid. Ce n'est pas vrai parce que déjà en 2019, il n'y avait pas Covid. Covid a commencé en 2020. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que même le taux de croissance, il n'a pas été négatif. J'aurais aimé, parce que le responsable qui devait faire la projection de nos chiffres, c'est le Congo. Et à ce niveau, avec un revenu qui consiste à vivre en dessous de 2 $, le Congo vit avec 1,5 $. La moyenne, les Congolais qui travaillent sont autour de 60-70 $. Mais ceux qui ne travaillent pas gagnent plus ou moins par année à travers l'activité informelle, autour de 60 $. Et annuellement, les Congo est en 500 $, ce qui est en dessous de 2 $, c'est 1,5 $. Mais ça, c'est le critère pour être classé dans le pays en dessous du seuil des pauvretés. Les pays qui sont dans la fourchette des pays pauvres ont un revenu qui est au-dessus des 3 $. Les pays émergents ont un revenu qui est au-dessus de 20 $ par jour. Ça signifie 20 $ par jour, ça signifie 600 $ par mois. Ça signifie 7 000 $ par an. Les pays riches, les citoyens moyens à 100 $ par jour, vivent avec plutôt 150 $ par jour. Et par mois, il gagne 4 000, 4 500, et par année, il a 45 50 000 $. Nos amis, nos frères qui vivent aux États-Unis, en France et ailleurs, donc en Occident de manière générale, qui sont les pays développés, vivent avec 4 500 $. Cela ne signifie pas ce qu'ils touchent. Ça, c'est 4 500 par mois, 150 par jour, pendant que nous sommes à 1,5 $, donc 10 fois moins, nous les Congolais. Eux, ils sont à 150 par jour, ils touchent 4 500 par mois, et ils ont plus ou moins 50 000 $ par an. Quand nous disons 50 000 par an, 150 $ par jour, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'argent qu'ils gagnent avec l'eau, l'électricité, tout ce qui est avantage lié à l'environnement, la santé, la scolarité, tout ça fait partie de cela. Alors, mais maintenant, nous sommes dans quelle situation? J'ai dit que nous sommes dans la première catégorie des pays qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il vit avec 1,5 $. Tshisekedi nous a promis 10 $ par jour par Congolais en moyenne. À l'horizon, à la fin de son mandat, et en entrant dans le second mandat, il a pensé qu'il pouvait faire 2 mandats et que donc il allait nous amener à 10 $ par Congolais. Mais ça signifie que pour la fin du mandat, il pourra nous amener à 5 $, 6 $. En d'autres termes, quand il dit qu'il va faire le bien-être, il va nous faire atteindre le bien-être matériel, il va nous sortir de la pauvreté, ça signifie qu'il pourra faire une croissance de 1,5 $ à plus ou moins 5-6 $. Ça signifie qu'il doit, pendant le quinquennat, tripler, quadrupler le PIB. Parce que c'est le PIB de 60 milliards de dollars qu'il réalise aujourd'hui, qui fait que les Congolais vivent plus ou moins avec 500 $ par an, et qui pourra, s'il venait à quadrupler, amener les Congolais à vivre plus ou moins avec 2 ou 3 000 $ par année. Plutôt, oui, 2 ou 3 000 $ de revenus par année. Donc, passer de 500 $ aujourd'hui à 2 ou 3 000 $ par année. À ce moment-là, nous sortirions de la position d'un État sous-pauvre, d'une communauté qui est vue en dessous du seuil en dessous du seuil de revenus, au seuil de pauvreté, vers une situation d'un peuple qui est au-dessus du seuil de pauvreté, et en fait qui entre dans la catégorie des pays pauvres, mais qui a un revenu plus ou moins acceptable de 2 ou 3 000 $. Essayez de nous montrer les statistiques qui nous permettent de nous comparer aux autres pays africains. Ceci est important parce qu'en tant que cadre de Nouvel Élan, quand vous prendrez des engagements, vous devez savoir que l'engagement que vous prenez, j'insiste là-dessus, permet de faire avancer la société, mais pour faire avancer la société, il y a une quantification nécessaire qu'il faut faire, il faut chiffrer.
Voilà, le Congo en 2020 a un PIB qui est de 47 milliards de dollars. Le Rwanda a un PIB de 12 milliards de dollars. J'insiste beaucoup. Les Rwandais, ils sont 12 millions d'habitants. Ils ont un PIB de 12 milliards, qui est largement le quart de nôtre, plus ou moins. Mais comme ils sont 12 millions d'habitants, les Rwandais vivent avec plutôt 1000 dollars par an. Mais les Congolais, lui, vivent avec 470 dollars par an. Est-ce que vous voyez ça? Les Congolais vivent avec 1,3 $ par jour. Les Rwandais vivent avec 2,3 $ par jour. C'est-à-dire que le Rwandais est dans le seuil de pauvreté, au-dessus du seuil de pauvreté, mais il est toujours parmi les pays pauvres, mais le Congo est en dessous du seuil de rentabilité, c'est-à-dire que nous sommes dans la sous-pauvreté. Je sais que, s'il vous plaît, revenez, on nous vante beaucoup le Rwanda. En fait, c'est pour nous importuner, pour nous embêter. Ils sont encore à 1000 $. Vous allez voir qu'ils sont en dessous du Congo-Brazzaville. Ça, c'est Congo-Brazzaville. Voilà. Congo-Brazzaville comparé à nous. Nous sommes toujours à 47 milliards de dollars en 2020. Les chiffres peuvent changer, aller jusqu'à 50 milliards. Hein. C'est une question d'auteur. Donc, avec 47 milliards de dollars, nous sommes environ 100 millions. Chaque Congolais a 470 $ par an. Et vous divisez par 365 jours, les Congolais vivent avec 1,3 $, comme je dis. Mais regardons maintenant chez nos frères du Congo-Brazzaville. Ils ont un PIB de 15 milliards. C'est plus ou moins les tiers de notre PIB. Mais seulement, ils ne sont pas nombreux. Ils sont 5 millions. Nous sommes 100 millions, ils sont 5 millions. Donc, ils entrent chez nous 20 fois. Non, c'est ça? 20 fois. Et les Congolais vivent avec, Congolais d'en face vivent avec 8 $. Pendant un an, nous vivons avec 1,3 $. La moyenne annuelle du revenu du Congolais par habitant est autour de 3 000 $. Nous sommes à 470 $. Je peux arrondir à 500 $. Donc nous entrons chez eux 6 fois. La différence avec eux, c'est qu'ils ont un budget inférieur, plutôt un PIB inférieur au nôtre, 15 milliards. Nous, on est à 45, 50 milliards. Mais il se trouve qu'ils sont 5 millions pendant que nous sommes 6 millions. En d'autres termes, la part de ceux qui travaillent est un peu plus importante en pourcentage par rapport à la part des Congolais qui travaillent. C'est ce qui fait que puisqu'on est nombreux, qu'on doit se partager de manière comptable ou égalitaire, le 47 milliards de dollars, on est à 470 $, ce qui veut dire 1,3 $ qui est notre revenu, ce que nous gagnons en moyenne par Congolais, par jour, ce que nous gagnons, ce que nous dépensons, ce que nous produisons. Voilà, donc les Congolais, revenez à Congo-Brazzaville, les Congolais d'en face ont un revenu annuel de 3 000 $, les Rwandais est encore à 1000 $, 1000 $. PIB de 12 milliards, le Congo-Brazzaville, PIB de 15 milliards, revenu par habitant annuel, Congo-Brazzaville, c'est 3 000 $, le Rwanda, c'est 1000 $, et on nous vante le Rwanda qui est en train de se développer. Et je dis qu'en passant, Congo-Brazzaville, c'est 372 km². 372 km². Vous avez ces statistiques là, plutôt. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Donc, il rentre, je crois, 15 fois si mon calcul est bon. Dans Congo-Brazzaville. Chez nous, il rentre 100 fois. Bon, je donne les chiffres globaux, je crois que c'est 90 fois. La Belgique entre chez nous avec 30 000 km², elle entre chez nous 80 fois. Le Rwanda entre chez nous plus ou moins 100 fois. J'indique aussi en passant, voilà, ça c'est la densité. C'est important, tous ces agrégats, nous allons les utiliser pour voir quels sont les défis qui sont les nôtres en termes de notre capacité à nous projeter dans l'avenir et à nous défendre par rapport à nos voisins, en même temps que nous pourrions constituer une menace pour nos voisins. Voilà, la densité chez nous est la suivante. Je vais plus tard vous montrer pourquoi j'ai fait ce tableau de densité.
La RDC, nous sommes 2 345 000 km². Nous sommes, en population, nous sommes 100 millions de Congolais. Si vous divisez 100 millions de Congolais sur cet espace de 2 345 000 km², sauf que nous sommes plus ou moins à 40 Congolais au kilomètre carré. 40 Congolais au kilomètre carré. Maintenant, si vous prenez Congo-Brazzaville, ils ont 342 000 km². 342 000 km². Maintenant, eux, ils sont 5 millions. Si vous divisez les 5 millions d'habitants sur 342 000 km², ils sont à 15 au km². Donc les Congolais d'en face sont moins nombreux sur 1 km² que nous. C'est plus ou moins un tiers, ils représentent un tiers de population sur 1 km². Maintenant, les Angolais. L'Angola, c'est la moitié du Congo. Nous sommes 2 345 000 km². Les Angolais sont 1 247 000 km², plus ou moins la moitié. Mais ils sont 30 millions. Ils entrent chez nous 3 fois et demi, 3 fois. Ils sont 30 millions. Nous, on est 100 millions. Sur un espace qui vaut la moitié du nôtre. Ce qui veut dire qu'en moyenne, ils sont à 22 habitants au kilomètre². Nous, on est à 40 au km². Nos frères de Congo-Brazzaville sont à 15 au km². Ils ne sont pas très nombreux par rapport en termes de densité. Mais les Rwandais ont un espace, une superficie de 26 000, je donne les chiffres, 26 000 km². 26 000 km². Moins de 10% du Congo-Brazzaville en superficie. Mais ils sont 12 millions. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils sont 460 au km². 460 au km², 10 fois plus nombreux que nous au km². Les profs vont rentrer dans le détail le moment venu pour montrer l'horizon du développement du Congo en mettant en exergue les ressources naturelles, notamment la terre. Et donc, cette question de démographie, rapportée à la superficie territoriale de nos pays, c'est une question existentielle que vous devez maîtriser en tant que nouvel élan dans la Mouka, parce que ça va sous-tendre notre programme. Ça va sous-tendre notre programme et la stratégie pour nous protéger. Vous voyez, les Angolais sont 22 au km². Sommes-nous une menace pour eux? Parce qu'ils sont moins nombreux. Est-ce qu'on a besoin de terre? Les Congolais en face sont à 15 au km². Ils n'ont pas besoin de nos terres, nous non plus. Mais les Rwandais sont à 460 au km², mais ils seront à 1000 au km² dans les 15-20 années qui viennent. Nous y reviendrons en parlant de l'enjeu des ressources naturelles, mais aussi de la terre. Alors, revenez au chiffre suivant. Voilà, ceci est très important, c'est l'évolution de la population. Vous voyez, Tshisekedi a promis d'augmenter le PIB, il a promis avec un taux de croissance déterminé, il a promis d'augmenter le budget de l'État. Ce qui est important, ce n'est pas tant cette augmentation que le fait de l'héritage. Parce que selon que tu augmentes de 5% un budget qui initialement était à 10 milliards, ce n'est pas la même chose que si tu augmentais même de 7% un budget qui était à 2 ou 3 milliards de dollars. Donc il y a d'abord un problème d'héritage. De quoi Tshisekedi a-t-il hérité? C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Il a hérité d'une situation difficile. Mais est-ce que, dans le cadre de son programme et de ses engagements, est-ce qu'il a tenu compte de cet héritage? Première question. Deuxième question, est-ce que les augmentations qu'il a proposé de faire permettaient-elles d'atteindre les objectifs fixés en termes de réduction de la pauvreté, en termes d'augmentation du bien-être de la population? Nous pensons que non. Mais alors si c'est non, et pourquoi? C'est ce que nous allons faire, voir, pour dire qu'au-delà du problème de l'héritage sur lesquels il a fait l'impasse, mais il y a aussi les objectifs qui s'est fixés, mais aussi les réformes qu'il a promis d'engager, mais qu'il n'a pas encore engagées. Et nous voyons bien, à travers, nous allons voir tout à l'heure, à travers les programmes triennales sous-tendus par le budget 2021,
il sera loin des objectifs. Ça, c'est l'évolution de la population. Voilà. Notre population augmente de plus ou moins 3 millions d'habitants chaque année. Mais les jeunes qui passent de l'âge de 14-15 ans à l'âge adulte, qui le met dans la population active, c'est-à-dire la population encline à travailler. J'insiste beaucoup parce que beaucoup croient que population active signifie population qui travaille. Non. Population active signifie les gens qui sont dans la tranche d'âge des 15 à 60 ans, c'est des gens qui doivent travailler, sauf s'ils sont aux études. Ce serait les nôtres avec eux si nous étions ensemble, et ce sera les nôtres si demain nous arrivons au pouvoir, et si au niveau de nos politiques publiques nous n'intégrons pas cette contradiction qui fait que la population augmente, les besoins augmentent, mais nous sommes capables plus de créer des besoins que de créer des ressources. Quelle politique publique, quel modèle économique pour sortir de cette contradiction, en fait, qui n'est pas une contradiction, parce que la population, en augmentant, devait être enrichissante. Mais elle est appauvrissante parce que les jeunes qui arrivent, 2 millions chaque année, en plus des emplois que les pays perdent du fait de la récession, c'est-à-dire la diminution ou les ralentissements de l'activité économique, il y a un camarade qui a posé la question, qui fait qu'il y a moins de production, et donc moins de création d'emplois, et par conséquent, ou suppression de certains emplois dans certaines entreprises. Il y a le chômage qui vient des gens qui perdent l'emploi, mais aussi le chômage qui vient des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas de travail. C'est important parce que, autant nous profitons pour critiquer les politiques publiques qui n'intègrent pas cette double dimension, autant nous devons nous apprêter à dire comment nous on fera. Une fois on aura raison de cette oppression et qu'on aura un espace démocratique pour faire valoir nos projets politiques. Alors, je voudrais vous montrer parallèlement à l'évolution chez nous des 30, 15 millions plutôt, on a dit là-bas, c'est 21 millions, de 60 à 90, et 65 millions de 90 à aujourd'hui. Quelle est la situation en Belgique? En 1900, quand je parle sous le contrôle du professeur, nous devenons colonie belge en quelle année? Nous sommes nés indépendants, oui. Avec ça, c'est comme colonie belge, mais domination belge, c'est en 1885. Une domination belge, mais enfin, oui. Avec le bol oui, oui, enfin, c'est-à-dire nous étions un État indépendant, mais un peuple soumis, entre guillemets. Un État internationalement reconnu, mais un peuple soumis. Il est difficile qu'un État soit indépendant si son peuple ne l'est pas. C'est ça, hein? Donc c'est pourquoi vous dites plutôt la domination belge. Mais la Belgique était l'un des maillons d'une longue chaîne, hein, c'était tout l'Occident à travers la Belgique. Enfin, ce n'est qu'un petit commentaire. Alors, ils étaient, quand nous étions déjà sous leur tutelle, ils étaient combien? Je ne vois pas bien. 5 millions et demi 6 millions et demi. Nous étions 10 millions, on a assez moins de moments. Et voilà que 30 ans après, ils sont passés à 8 millions. Une augmentation d'1,5 million. Donc 1,5 million. Et l'année, 30 ans après encore, en 1900 combien? 60. Ils étaient 9 millions. Une augmentation de 1 million. Chaque 30 ans, 1 million. Ils tiennent compte, ils disent, c'est vrai que l'augmentation de la population concourt à l'augmentation de la richesse, mais attention, il y a la capacité de prise en charge qu'il faut prendre en compte. Et cette capacité de prise en charge suppose des infrastructures de base et suppose la production des services sociaux de base aussi. Et en fait, en 1990, ils sont passés à 10 millions. Là aussi, c'est 1 million d'habitants de plus chaque 30 ans. Mais nous, à ce moment-là, on a augmenté de 21 millions d'habitants. Sans que les jeunes qui viennent, enfin, les gens qui viennent au monde, 3 millions en moyenne, et 2 millions atteignent 15 ans à chaque fois, plus ou moins, il ne trouve pas de l'emploi, et on n'est pas en mesure non plus d'augmenter. Les profs ont des statistiques qui montrent dans quelle proportion nous avons augmenté notre capacité sur le plan de la santé publique, depuis 60 jusqu'à ces jours, mais d'abord la période coloniale, il met ça en parallèle avec l'exploitation des minéraux, et combien les Belges ont-ils consommé des cuivres et des cobalt, combien nous on a consommé, et dans ce que nous on a consommé ou exploité en 60 ans,
quelle est la part du régime de Mobutu, quelle est la part de Kabila fils, quelle est la part de Kabila père, etc. Ça nous permet de voir est-ce que dans l'entretemps, cette augmentation, parce que nous avons pris 2 fois, 3 fois plus de cuivre que les colonisateurs, mais les colonisateurs, il va démontrer, à créer un peu plus d'infrastructures que nous, lui en 75 ans, n'est-ce pas, nous en 60 ans. Alors donc, vous voyez que le Belge, chaque 30 ans, c'est 1 million d'habitants de plus. Et en 2020, ils sont 11 millions et demi. C'est plus ou moins une augmentation aussi de 1 million et demi. Alors, ceci nous intéresse parce que nous devons avoir un projet. Nous avons dit que nous allions parler de notre programme. C'est des éléments concrets d'analyse qui nous permettent d'enrichir notre programme. Voilà, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ce tableau n'est pas très... Voilà, ça c'est l'augmentation du budget. Bon, c'est pour vous montrer dans quelle proportion nous évoluons et quelles doivent être nos politiques publiques pour faire mieux que ceux que nous critiquons aujourd'hui. C'est très intéressant de voir depuis 60 ou depuis un certain moment, je crois qu'à l'époque il n'y avait pas de statistiques, nous allons voir dans quelle mesure notre PIB, ça on verra plus tard, a augmenté, dans quelle mesure notre budget a augmenté. Parce que souvent nous sommes surpris de constater que nous sommes pauvres, que notre pays n'a pas d'infrastructure. Nous sommes surpris alors que nous devions trouver ça normal. Normal entre guillemets. Parce qu'il y a au départ des politiques publiques dont nous allons parler, le prochain chapitre là-dessus qui fait la rétrospective, non pas de la politique, parce que Nouvel Élan, c'est avant tout l'économie. Parce que nous sommes d'avis que c'est l'économie qui commande la politique. Mais il y en a qui sont d'un point de vue contraire au nôtre, qui disent que c'est la politique qui commande l'économie. Nous aurons la discussion ici parce que nous voulons que le Nouvel Élan soit un parti de plusieurs courants, un parti où il y a la contradiction. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être conçu. Il ne faut surtout pas personnifier ces partis. Je n'ai pas besoin d'être leader charismatique. J'entends souvent les militants chanter comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, les PPRD, les FCC et même l'UDPS auraient eu moins de difficultés s'ils avaient accepté à leur intérieur les débats et la contradiction. Moi, je suis prêt au débat. Très ouvert, et parce que je considère que la vérité, nous la détenons. Personne ne la détient. À un moment donné, tu peux être du côté de la vérité. Elle est absolue, elle s'impose, et tous on doit aller vers la vérité par les débats. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps des raisons, et que les gens, face à les gens, ça ma personne, dit Mouzito, au point que vous ne serez pas apte à la contradiction, au débat, y compris mes contredire. C'est très important parce que là-bas, les gens se sont vassalisés. Ils pensent qu'être en contradiction avec les chefs du parti, constituer un courant en dehors du sien, et l'amener même à revoir ses propres positions intellectuelles, morales et politiques, c'est un péché. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme de débat. Donc, créons des courants, mais des courants qui puissent être capables de se défendre, des sensibilités, si pas sur le plan idéologique, même sur le plan de la vision au cours d'un programme déterminé, au cours d'un mandat. Mais évidemment dans la discipline. À partir du moment où on aura un socle idéologique qui est le même, nous pouvons diverger sur la manière de faire. Et les problèmes ne se posent pas. Parce que chacun devra à ce moment-là se remettre en question pour apprendre des autres. Parce que l'autre peut mieux voir que vous une situation. Et pourquoi ne pas aller vers la synthèse avec vous? Alors, donc, je voudrais insister sur l'évolution du budget de l'État dans le temps. Ça vous permet de comprendre que nous ici, et à travers ma modeste personne, et dans l'avenir vous-même, on a un bilan qui s'inscrit dans la durée par rapport aux autres bilans des différents gouvernements. Le gouvernement, je peux me tromper des périodes, le gouvernement Kengo Mobutu a commencé, je crois, en 87, avec 80 millions de dollars. 80 millions de dollars, on peut discuter. À 240 millions de dollars. J'ai dit millions de dollars. C'est pour dire que le Congo, pendant longtemps, même la période qui précède celle de Kengo, jamais on a eu un budget d'1 milliard.
Vous vous rendez compte, un sous-continent qui vit avec un moins d'1 milliard, ou même 1 milliard, à la limite même 2 milliards, ce qui n'avait jamais eu lieu. C'est vrai que le dollar lui-même se déprécie, mais globalement, à travers le monde, c'est la même, plus ou moins la monnaie qui est convertible. Donc, vous vous rendez compte, à un moment donné, on n'a que 70 ou 80 millions de dollars comme budget de l'État. Dans ce pays-là, comment voulez-vous que vous ayez une défense? Comment voulez-vous que vous ayez la sécurité sociale? Comment voulez-vous que les fonctionnaires soient bien payés? Vous vous rendez compte que les fonctionnaires qui ont travaillé depuis 60 jusqu'à ces jours, qui ont 90 ans, n'ont jamais été bien payés. Il n'y a qu'à regarder les états de santé et les conditions sociales dans lesquelles ils ont vécu. Donc, à cause de l'étroitesse du budget, qui lui-même, c'est-à-dire le budget, est l'émanation de la production nationale qui a connu une baisse pour des raisons historiques, politiques et autres que les profs valident. Alors, donc, c'est une évolution relativement forte, parce que c'est 3 fois. Ils sont passés de 80 à 24, 240 milliards, mais c'est toujours en deçà d'1 milliard. 240 milliards. C'est une augmentation. Non, ça c'est maintenant, c'est la période Musée Kabila, de 1997 à 2001. Il est passé de 240 millions de dollars à 300 millions de dollars. Ce qui représente une augmentation de combien? De 25%. Avançons. Kabila 1 plus 4, c'est-à-dire de 2002 à 2006. Dans le cas de ces séminaires, vous devez intérioriser, voire mémoriser ces chiffres pour voir comment nous évoluons et pourquoi nous sommes sans route, sans défense, sans école, du moins en capacité d'accueil par rapport à la démographie qui est en expansion. Donc, on est passé de 300 millions à 850 millions. On approchait déjà les milliards. Alors, cette augmentation a été... Non, il faut reculer. Cette augmentation a été 2 fois et demi. 2 fois et demi. Donc 1 plus 4 a quand même fait augmenter le budget. Mais nous étions toujours en dessous des milliards parce qu'on est passé de 300 millions à 850 millions en dessous pour un continent, quoi est le Congo. 850 millions de dollars, ce qui déjà été une performance par rapport au passé. On peut avancer. Et c'est la période, disait Ngamuzito, Kabila, c'est plus ou moins 850 millions de dollars à 3 milliards et demi. C'est 4 fois. Pour la première fois, nous franchissons le seuil d'1 milliard. Et j'indique en passant que de 2007 à 2008, avant la crise, nous avons doublé le budget. On est passé de 850 millions à plus ou moins 1,6 milliard. La première fois, donc, on a doublé dans un exercice budgétaire et on a franchi le seuil des milliards. Et donc, je m'approprie cet héritage, cette performance. Parce qu'avant moi, il y en a peu, il n'y a pas eu. Après moi, il y en a plus. Et pour conséquence, regardez, ou pour cause, regardez. Non. Voilà. Après moi, c'est de 2012 à 2021, on est resté, j'ai laissé 3 milliards et demi, on est toujours à 3 milliards et demi, avec une remontée de 4 milliards et un tout petit et demi, en fait, qui a été revue à la baisse pour des raisons que vous pouvez imaginer que globalement, pendant plus ou moins 12 ans, non, pendant plus ou moins 9 ans, le pays n'a pas connu une croissance proprement dite. Et le paradoxe, c'est que c'est pendant cette période-là où on a le plus produit de cuivre. Parce qu'à mon époque, c'était 500 000 tonnes, on était la moyenne 300. À la fin, c'est 500 000, la moyenne, c'est 300. Vous avez commencé avec 330 000. 330 000 tonnes. Non. 330 000 tonnes, c'est quand nous montons en dessous, on était autour de 50 000. En 2007, 2008, c'était 330 000. Voilà. Donc, nous avons connu une augmentation qui était plus ou moins de 50%, mais voilà que le budget a augmenté, a été multiplié par 4, alors que de 2012, que nous avons laissé à 500 000 tonnes, à 2021, 2020, la production est passée de 500 000 tonnes à 1 200 000, 1 300 000. Retenez ces chiffres. C'est plus que le double, mais le budget n'a pas augmenté. Les recettes, les ressources extérieures, ainsi que les engagements, mais surtout les ressources n'ont pas augmenté.
les réserves d'échange moins encore. Nous, on est parti des réserves négatives à des réserves qui approchaient les milliards 7. C'était une augmentation avec moins de production du cuivre, plus ou moins la moitié. Et nos amis sont passés de 500 000 tonnes à 1 million 200. Les réserves n'ont pas augmenté. C'est-à-dire de l'argent à mettre de côté parce que, pour une raison évidente, ils ont travaillé dans l'opacité. Voilà globalement les éléments. Passons au point suivant. Voilà, là, je n'arrive pas à voir. Je vais terminer par là pour que vous puissiez poser des questions. Donc, M. Alain n'arrive pas à nous montrer le cadrage plus triennal de M. Tshisekedi, qui nous dit que la croissance ne sera pas négative. Au contraire, elle sera positive. On va partir des 3,2 en 2021, 3,2% de taux de croissance, à un taux de croissance plus ou moins de 6%. Est-ce que je me trompe, Alain? Quel est le dernier taux de croissance? 6,2, c'est plus ou moins un doublement. Les budgets consécutifs, d'abord le PIB va passer de combien? Le PIB va passer de 56 milliards à plus ou moins 72 milliards, ce qui montre une augmentation qui nous laisse toujours en dessous du seuil de pauvreté, avec un PIB par tête d'habitant en dessous du seuil de pauvreté, avec un niveau de budget, d'augmentation du budget qui laissera toujours l'État en faillite, et qui laissera toujours l'État sans investissement et par conséquent sans création d'emplois. Et qui dit non création d'emplois dit maintien de la pauvreté avec une augmentation, si vous voulez, des sans-emploi ou des chômages qui pourrait être de 10 millions de sans-emploi, qui est le fruit de la création de M. Tshisekedi, du fait de la démographie, comme je vous l'ai dit, et du fait de l'absence d'une politique expansionniste, des grands travaux, ce qui suppose des investissements importants. Et tel n'est pas le cas dans le cadre du plan triennal qui engage l'avenir de notre pays et dont on va éviter l'union sacrée. Voilà, donc mon résumé c'est que qui dit union sacrée dit absence d'équilibre politique, absence d'illégitimité. Qui dit union sacrée, c'est absence de croissance économique, absence de création d'emplois et la continuité de la pauvreté. Voilà, globalement, je me mets à votre disposition pour des questions éventuelles. Je voulais dire que nous avons commencé par l'avenir du Congo en chiffres. Nous sommes partis, le dialogue vertical. Tout ce que nous faisons, c'est pour démontrer aux gouvernants actuels comment est-ce qu'ils doivent se prendre pour améliorer le vécu quotidien du peuple. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas nous suivre, qu'ils ne veulent pas écouter. Et étant donné qu'il y a la télévision qui est là et tout le monde qui répond, tout ce que nous sommes en train de dire, mais l'économie du pays ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et pourquoi tous ces échecs continuent, étant donné qu'il y a beaucoup d'économistes dans ce pays? Merci beaucoup. Je disais qu'en tant que nouvel élan, nous sommes la résistance. Ce n'est que de manière exceptionnelle que nous montrons notre vision et que nous critiquons les autres. Par définition, en tant que résistants, vous ne devez pas critiquer leur politique. Parce que non seulement c'est des mauvaises politiques, mais aussi ils n'ont pas la légitimité, moins encore la capacité de les mettre en place. Notre objectif, c'est de les faire partir par les billets du peuple auprès de qui, ou à la tête duquel ils se sont imposés. En tant que résistants. Si nous étions dans une démarche démocratique de l'opposition républicaine face à une majorité républicaine, parce que non, on est opposition républicaine que quand on reconnaît la majorité, on sait qu'elle est républicaine, on sait qu'elle est démocratique, elle vient du peuple. Ces moments-là, vous dites, messieurs, vous avez une politique qui est mauvaise, mais puisque c'est le peuple qui vous a choisi, restez en place, améliorez si vous pouvez. Sinon, le peuple, le moment venu, puisqu'il est souverain, il va vous faire partie et il peut vous faire remplacer par nous ou par d'autres. Alors, chers camarades, quand vous dites pourquoi ils ne font pas des choses, pourquoi c'est... Non, c'est pas qu'ils sont des mauvaises volontés, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas cette mission de la part du peuple. Et ils pensent même qu'il faut appauvrir le peuple pour le mettre en position de soumission.
considèrent, par exemple, ce qui se passe au palais du peuple, c'est des gens qui se préparent et qui organisent les conditions de la fronde. Ils veulent un parlement à eux, alors que le parlement est élu sous les auspices des candidats. Ils veulent en faire leur parlement avec le même député dont ils ont dit qu'ils étaient fabriqués. Et ils pensent qu'ils peuvent créer une majorité légitime à partir d'une majorité illégitime et qu'ils peuvent à partir de là répondre pour travailler correctement pour l'intérêt du peuple. Nous venons de démontrer qu'ils sont incapables d'améliorer les PIB du pays parce que le taux de croissance qu'ils alignent est de 3% en moyenne. Ils sont incapables d'améliorer le budget et passer d'un budget de 3,5 milliards à 7,8 milliards. J'indique en passant, vous avez vu au tableau là-bas que là où nous on a un budget de 3,5 milliards, l'Angola a un budget de 36 milliards, l'Afrique du Sud 125 milliards, et ainsi de suite. Donc nous sommes au 10e. C'est que nous on mobilise, qu'on va mobiliser en 10 ans, toutes choses égales par ailleurs, c'est ce que les Angolais mobilisent en une année. Donc il y a ces problèmes d'héritage difficiles sous lesquels malheureusement, parce qu'il est légitime, le pouvoir Tshisekedi a fait l'impasse. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu dire qu'il a un mauvais héritage et que la situation sera difficile. Il a dit son allié a laissé une bonne situation et que lui va l'améliorer, il va tuer le chômage, il va faire le bien-être matériel. Alors qu'il sait, sauf s'il se trompe du point de vue de la planification, il ne peut pas nous faire partie de la situation des pays sous-pauvres à des pays émergents comme il l'a dit. Donc il s'en fout du peuple, il s'est dit, ce peuple-là, je ne suis pas là par lui, je peux lui mentir, il n'a pas de sanctions contre moi parce que je vais continuer à gérer le pays sans lui et comme je suis arrivé à la tête du pays sans lui. Voilà les problèmes. Donc ce n'est pas des gens qui ne sont pas intelligents, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas la légitimité, mais aussi ils ne font pas l'effort parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, ne vous posez plus la question de savoir pourquoi ils travaillent mal. Ces moments-là, si vous vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas de résultat, c'est que alors vous vous trompez des combats, madame. Nous ne sommes pas en face d'un pouvoir démocratique rédévable du peuple. C'est des gens qui sont la créature de la communauté internationale, de certains puissants qui parrainaient ou sous-traités par des pays voisins, c'est clair. S'ils étaient souverains, s'ils étaient légitimes, s'ils venaient du peuple, ils auraient fait des réformes dans les domaines miniers, en attendant de faire des réformes dans le secteur agricole dont nous allons parler plus tard. Donc, nous sommes en face des forces d'occupation, de domination, d'oppression, des gens qui sont à la tête du pays sans le mandat du peuple, qui veulent continuer à être à la tête du pays sans le mandat du peuple. Alors, c'est ça le sens de la lutte que nous menons, la résistance qu'on mène, une résistance pacifique. Et si nous menons cette résistance, ça signifie que nous partons de ces postulats-là qu'on est en face d'un pouvoir d'occupation et de domination. Donc, ne nous posons plus la fausse question, savoir pourquoi ils ne réussissent pas. Ils ne peuvent échouer. Voilà, madame. Parce que vous voyez le parti tel que vous venez de l'annoncer sous l'angle purement économique. Mais maintenant, la question, je la pose sous l'angle politique. Nous avons suivi tous la mise en place du bureau définitif au niveau du Parlement. Et nous avons constaté qu'il n'y a pas les contrepoids comme prôné Alexis de Tocqueville, qu'il y a un gouvernement, même élu démocratiquement, mais il doit y avoir un contrepoids qui doit toujours critiquer ce que le gouvernement est en train de faire. Mais alors, dans cette situation, comment est-ce que le pays, notre pays, va-t-il sortir du marasme économique que nous sommes en train de vivre parce qu'il n'y a pas de contrepoids et parce que nous sommes les résistants, nous ne sommes pas opposants. Comment est-ce que ce pays va-t-il sortir de ce gouffre pour qu'on donne un sourire à notre population? Merci beaucoup. N'est pas un contrepoids, c'est parce que le bureau n'a pas de contre-pouvoir en quelque sorte.
n'est pas reconfiguré. J'espère que j'ai passé tous les micros, j'espère que je ne me trompe pas. C'est le bureau qui pour vous ne reflète pas la contradiction, ou c'est le Parlement qui ne reflèterait pas la contradiction du fait qu'il n'y a pas une opposition là-dedans? Oui, Excellence, je voulais dire le Parlement dans son ensemble, parce que c'est d'abord un Parlement fabriqué, comme on a dit, donc il n'y a pas de contrepoids dans ce Parlement. Ah, c'est très bien. Oui, mais cette question s'est réduite à une seule. C'est-à-dire que le Parlement ne peut pas être un contre-pouvoir à partir du moment où... Vous savez, même quand le Parlement est fait de la même couleur que l'exécutif, il reste toujours un contre-pouvoir. Parce que c'est toujours le Parlement fait des élus venant du peuple qui doit rendre compte à l'étape suivante, au mandat prochain, aux prochaines élections, en disant le gouvernement a bien travaillé, donc vous pouvez nous élire. Il a bien travaillé parce que nous, vos élus, nous lui avons fait pression, on lui a donné des bons budgets, parce que c'était nous l'autorité parlementaire, on a contrôlé l'exécution de ce budget, et qu'il devait donc donner des résultats, et puisqu'on a réussi, vous pouvez nous contrôler. Donc ce n'est pas simplement le fait que, comment je dis, c'est pas simplement le fait qu'ils sont des mêmes bords politiques. Le vrai problème, c'est qu'ils ne viennent pas du peuple, parce qu'ils ne sont pas redevables. Au-delà du fait qu'ils sont des mêmes bords politiques, mais aussi les députés ou les partis politiques dont ils sont l'émanation ne viennent pas du peuple et qu'ils ne se sentent pas l'obligation de rendre compte. Ils sont de la manipulation des résultats des urnes et ils pensent même qu'ils peuvent rester là sans résultat et ils vont tout simplement organiser les élections en leur faveur. D'autant plus d'ailleurs que, sentant qu'ils ne peuvent pas donner les résultats, ils préparent non pas les résultats, ils préparent la fraude. Ils préparent la fraude. S'ils avaient l'intention d'avoir des résultats, et s'ils étaient l'émanation du peuple, ils seraient en train de se battre pour gagner du fait des résultats, qui seraient bons à ce moment-là. Donc, nous ne pouvons pas compter sur eux, comme vous le dites. Non seulement ils sont les mêmes bords politiques, mais aussi, en étant de ces mêmes bords politiques, ils sont les résultats de la fraude et de la fabrication. Ils sont de ces faits pas redevables vis-à-vis de la population. La deuxième question, vous posez, mais comment nous pourrons faire le contrepoids, puisque nous ne pouvons pas faire le contrepoids à l'intérieur ou en dehors comme contre-proposition, et parce que nous sommes la résistance. Il y a des choses qu'il faut savoir. C'est moi. Il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des choses que vous devez savoir. La première, c'est qu'on peut lutter pour obtenir des bons résultats dans le peuple à travers le gouvernement en place en apportant la contradiction. Pour autant que les gens auprès de qui on destine les contradictions sont légitimes. Deuxièmement, on peut lutter, et c'est le cas pour nous, pour avoir la démocratie, parce que c'est un objectif en soi. Qui dit démocratie dit état de droit. Qui dit état de droit dit le respect de la volonté du peuple. Et parce que c'est lui qui installe les hommes au pouvoir, c'est lui qui les fait partir et installe d'autres ou les maintient. Nous, à cette étape, nous sommes dans la lutte pour obtenir la vérité des urnes, qui veut dire un pays où ce sont les urnes, c'est à travers les urnes que le peuple exprime sa volonté pour sanctionner positivement ou négativement. S'il n'y a pas vérité des urnes, c'est qu'il n'y a pas souveraineté du peuple, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Nous luttons pour la démocratie. C'est pourquoi j'ai insisté la fois passée en ouvrant notre séminaire, c'est que nous avons un double objectif. Premier objectif, comme nos pères fondateurs, nous luttons pour mettre fin à la dictature. À l'époque, c'était la dictature coloniale. Aujourd'hui, la dictature néocoloniale, la dictature des dirigeants qui sont à la tête du pays, installés par des lobbies étrangers. C'est quand nous aurons la démocratie en perspective, c'est-à-dire qui passe dans une première phase par la vérité des urnes, c'est-à-dire par des élections transparentes, que nous pourrions obtenir des résultats sur le plan économique. Mais ça suppose que même nous, si nous venions à gagner les élections, ça suppose
qu'elles auront été organisées de manière transparente, ça pourra être nous ou d'autres, mais pourvu que ceux qui vont gagner les soirs réellement, nous allons, ou ils devront, ceux qui seront là, commencer à construire la démocratie. Ce n'est pas simplement les élections transparentes qui donneront la démocratie. C'est un processus qu'il faut engager, pour lequel il faut introduire des réformes. Parce que la société s'articule dans plusieurs composantes. Chaque composante, chaque institution doit apprendre à être démocrate. Et ceux qui sont à la tête démocratique et ceux qui sont à la tête du pays doivent introduire la démocratie, ça ne se décrète pas. J'ai insisté à la fois passée que ça ne vient pas comme un cadeau du ciel, on l'a construit. Donc nous avons un double objectif, lutter pour des bonnes élections, c'est ce que nous faisons, c'est en cela que nous sommes résistants face à ceux qui sont là et qui se sont imposés, mais aussi mettre en place notre programme dont l'un des volets, c'est la démocratisation. Alors donc, ne pensez pas que, n'étant pas alternative démocratique face au pouvoir, nous ne pouvons pas mener les combats pour la démocratie, qui est un combat de libération, libérer le peuple de l'oppression, de la soumission par des gens qui s'imposent à lui et qui ne rendent pas compte à lui par conséquent. L'idée pour avoir des élections démocratiques, c'est le vrai combat que nous menons, et donc il n'exclut pas le deuxième combat qui consiste, si nous gagnons le premier, ou en même temps que nous gagnons le premier, qu'on puisse commencer à construire le pays. Et le pays ne se construira que par des gens qui sont dans la position de rendre compte. Voilà. Excellence Mositou, ça prouve que la RDC a un déficit public excessif du fait d'une mauvaise politique économique conduite par M. Félix Tshisekedi. Nous, Nouvel Élan, comme parti politique, nous sommes à la recherche ou à la conquête du pouvoir. Si demain, Nouvel Élan est au pouvoir, comment nous allons faire pour redresser les comptes publics? Vous voulez répondre, financière, la capacité de collecter au maximum les recettes, mais la chaîne de dépenses pour dépenser le moins possible. En fait, nous pouvons accepter un déficit. Les problèmes, ce n'est pas le déficit. J'ai un problème. Le déficit n'est pas mauvais dans l'absolu. D'ailleurs, à la limite, on peut les financer avec des ressources en monnaie convertible. Nous sommes, même notre déficit est pauvre comme nous-mêmes. Quand vous avez 3,5 milliards et que vous devez payer des salaires annuels pour l'ensemble des agents de l'État, de 2,5 milliards, c'est 70% de votre budget qui va au salaire. Non pas parce que les salaires sont trop importants, d'ailleurs c'est très faible, parce qu'en réalité, avec 2,5 milliards d'enveloppe salariale pour des effectifs de 1,5 million, nous avons 1,5 million d'argent du président de la République à l'huissier, moi compris comme député, mais aussi ancien Premier ministre, je relève aussi du budget de l'État. Quelle est la moyenne salariale au Congo pour un agent du président au dernier? C'est $138 par agent de l'État. $138 par mois. Si on devait payer le président et l'huissier au même taux égalitaire. Donc vous prenez 2,5 milliards, vous divisez par 1 500 000 agents. L'agent public, en moyenne, a $136. Si vous voulez qu'il passe à $300 par exemple, ou à 250, il faut doubler le budget. Mais il sera toujours en deçà. Pourquoi? Parce que pour cette moyenne de $136, il y a parmi des gens, maintenant ça c'est la répartition que j'ai fait là, la division que j'ai fait, elle est égalitaire. Mais si maintenant vous prenez la réalité, vous allez voir que les gens d'en haut touchent 2 000, 3 000, voire 10 000. Et les gens d'en bas, par conséquent, doivent toucher $80. Si nous répartissons de manière égalitaire, le président va toucher $136. M. Tshisekedi dit $136. Son huissier touchera aussi le même montant. Ça, c'est une caricature.
un schéma comptable. Mais en réalité, c'est que le président touche plus de 10 000 $. Je ne parle pas de sa liste civile, hein, je ne parle pas de... Mais dans l'enveloppe salariale, il touche 10 000, les ministres 5 000, les députés, etc., 4 000, et tous les autres. Ce qui signifie que les gens d'en bas, pour cette enveloppe, sont obligés de toucher un peu moins pour que ceux d'en haut touchent plus. Mais mes chiffres montrent que 5% des agents de l'État, des gens d'en haut, c'est plus ou moins 75 000, se réservent la moitié du budget des rémunérations. Et les 95% restants, les gens d'en bas, se partagent l'autre moitié. Est-ce que vous voyez l'équation? Je répète, en moyenne, le fonctionnaire est censé toucher du bas en haut 136 $. Parce que nous sommes 1 500 000 agents de l'État. On devait être autour de 5 millions pour notre population. Encore faut-il que le budget le permette et la répartition des tâches soit bien faite. On est 1 500 000. Le médecin, le magistrat, les différents agents de l'État, les professeurs d'université. Chacun, en moyenne, si nous faisions une répartition égalitaire, toucherait 136 $. Mais il se trouve que le pauvre touche 1000, 1300. Il se plaint. Mais ça signifie qu'il touche au-delà de ce qui devrait être son salaire si on était dans une logique égalitaire. Mais il fait partie de 5% qui prennent la moitié de l'enveloppe salariale. Les 95 qui sont les gens d'en bas, et ils se contentent de la moitié qu'ils se répartissent. Ben, puisque nous allons parler des idéologies, notre idéologie, qu'est-ce que Nouvel Élan va faire à partir de ces moments-là pour essayer d'équilibrer? Je dis tout de suite, là, en fait, c'est une mauvaise répartition de la pauvreté. Ce n'est pas une mauvaise répartition de la richesse. Comment faire qu'on sorte de la pauvreté? Je dis bien une mauvaise répartition de la pauvreté. La répartition de la pauvreté est inégalitaire. Maintenant, pour sortir de cette situation, il faut augmenter, il faut faire un effort pour que le budget triple cadré. Beaucoup de la question, les mobiles de l'activité, l'activité c'est les séminaires, donc les mobiles nous l'avions dit à l'entame et aujourd'hui nous allons nous répéter, c'est que l'initiateur ou le cadre du parti au niveau national avait estimé qu'il fallait organiser ces séminaires premièrement à l'intention des cadres du parti qui venaient d'être récemment nommés par différentes décisions du président national qui ont été rendues publiques et nous avions estimé que les cadres méritaient avoir une mise à niveau politique et idéologique parce que, comme vous le savez, nous sommes un jeune parti, du coup nous nous alignons dans la résistance, il fallait expliquer tout ça, pourquoi nous nous alignons dans la résistance, pourquoi nous sommes en tout cas un parti idéologiquement qui s'aligne dans le socialisme démocratique. Donc c'est ça justement le mobile ou la raison d'être de cette initiative qui nous a vu assister aujourd'hui à la deuxième séance. Bien sûr, nous espérons parce que si vous aviez vu les points qui ont été inscrits ou les matières, premièrement, nous avions dit qu'on devrait faire une, en tout cas, mise à niveau idéologique. Il fallait donner la matière sur le plan idéologique du parti. Deuxièmement, nous avions dit qu'il fallait faire une évaluation de la situation politique. Comme vous le savez, aujourd'hui, par exemple, vous aviez vu, la journée a été axée plus sur l'évaluation économique parce que la première séance était une évaluation politique et sur, partant des chiffres, l'initiateur du parti et le vice-président, le Premier ministre Adolphe Muzito et le professeur Kassongo ont démontré que les pays connaissent en tout cas du retard, si pas un recul en termes de notre PIB, en termes du budget, en termes de démographie. Nous augmentons, donc ce qui crée une sorte de contraste. Donc en termes de besoins, nous augmentons en besoins, mais en termes de création de richesse, en termes
de recettes, nous régressons, ce qui fait qu'il est très difficile que nous puissions atteindre ce que M. Tshilombo présente chaque fois en termes de ce que nous considérons comme chapelet des bonnes intentions. Et nous disons que le plus important, c'était ça, montrer à notre peuple, montrer surtout à la base que la réalité de ce que nous vivons, et les promesses faites par ceux qui dirigent aujourd'hui par défi ne pourront pas permettre à ce que nous puissions résorber la crise et économique et politique que le Congo traverse actuellement. Donc pour nous, l'objectif sera atteint parce que la base ou le cadre ont intériorisé et ils sont en train de voir, chiffre à l'appui, que effectivement c'est que M. Tshilombo et son gouvernement qui dirige par défi, du reste, ne pourront pas atteindre tout ce qu'ils promettent comme promesse. Mamana motuna wanate toki kolobate te tokimi politique nouvelle et long puisque tous ali parti politique tous na kati na politique eza lokola bambisi mbisi na kati na ebale bango nyonso bazalaka bambisi mais moto na moto azana biloko aliaka na kati ya mbisi si bien que bango nyonso tout bazana kati ya ebale mais moto na moto azana biloko aliaka na kati na mai bambisi mususu baliaka matiti bambisi mususu baliaka bandeko na bango bambisi ezali ndenge moko na politique biso bonso ba parti politique ndenge tozali wana moto na moto ayebi biloko oyo aliaka biso en dehors ya lutte citoyenne oyo tozali ko bunda o batata ba père fondateur ndenge tolobaka batikelaki biso Lumumba Kasavubu Gizenga bango banso batikelaki biso bitumba ya libération ya mboka pe surtout ya démocratisation ya mboka na biso tomonaki totali ya mboye te to créer parti politique mon mboka Adolphe Muzito amoni ete ezalaki ata na parti mon côté oyo azalaki ko bundela makambo oyo itali bokambi na bolenge ya malamu parce que bokambi na lolenge ya malamu yango nde tobengi yango bonne gouvernance yango ye omoni biso tolobaki toko accès toko fandela mingi esika wana makambo etali gouvernance makambo o etali ba chiffre po totali sa solo ete mboka na biso ekoki kokende liboso bobele soki to fandeli makambo o ya nkita makambo o ya richesse makambo o ya économie soki tolobi to Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.